Bon, en tout cas, merci d'avoir affronté les éléments, la pluie, la tornade, le vent. Voilà, il y a encore des places disponibles. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être là pour cette conférence sur la nutrition et le sommeil. Et le deuxième terme de la phrase est aussi important que le premier. Oui, je sais, je suis hors caméra. Mais oui, le deuxième terme est important, le sommeil. Je lisais une étude récente là, d'une société américaine qui surveille notre sommeil à tous et qui, en 2020, avait montré que 35% des personnes dormaient bien, donc tout le reste dormait plutôt mal, hein. Et sur une étude française, franco-française de Santé publique France, il y a au moins un quart des Français qui sont en dette de sommeil. Et donc, Madame Capu nous parlera de l'intérêt d'avoir une nutrition saine pour dormir mieux. Voilà. Auparavant, Aurélie François, qui est notre euh, responsable de la vie administrative de la mutuelle, va venir vous présenter quelques chiffres concernant la mutuelle très rapidement. Et puis, les quelques projets que nous avons mis en place en tant que délégués élus. Et puis, nous laisserons la place à Madame Capu. Alors, je vais être très très brève pour pouvoir laisser la parole ensuite à Mme Capu. Je vous donne juste quelques informations globales sur la mutuelle. Donc, actuellement, en tout cas, les chiffres fin 2022, nous avions à peu près 4,8 millions de personnes protégées. Donc, on couvre tout le territoire français avec 145 000 entrepreneurs protégés. 70 000 entreprises clientes et à noter 700 actions de prévention qui sont réalisées auprès des adhérents, donc que ce soit auprès des entreprises ou des particuliers. Certaines actions de prévention peuvent être menées par des délégués, notamment dans les territoires. Euh, voilà, je vais pas vous détailler tous les chiffres, hein. La mutuelle est depuis quelque temps entreprise mutualiste à mission. Hein, elle a une raison d'être qui est d'agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. Donc là aussi, les délégués ont pour mission en fait donc ils vous représentent dans le territoire, hein. On a Édouard qui est ici, qui est président du territoire, et Dominique qui est au fond, qui est présidente de la commission d'action sociale. Donc, je vais vous en toucher deux mots. Et voilà, en fait, les délégués ont pour mission de mener des actions dans le territoire sur diverses thématiques, l'environnement, l'alimentation, comme aujourd'hui avec la conférence, le sport, etc. Et donc, nous avons une commission sociale au sein du territoire, comme dans tous les territoires. Donc les adhérents qui sont en difficulté, que ce soit pour des prestations, un reste à charge important ou pour des cotisations, des soucis de paiement de cotisations, peuvent solliciter la commission d'action sociale. Et donc voilà, en 2022, 36 dossiers ont été traités au sein du territoire de Franche-Comté, donc toute la Franche-Comté, hein, pas seulement le Doubs, avec 33 demandes sur des prestations et 3 demandes qui concernaient des cotisations, avec une moyenne voilà, par dossier de 787 euros. Et donc, pour l'instant, les demandes passent par notre prestataire RMA et reviennent ensuite chez nous pour être étudiées en commission.
Et là, on va vous parler de quelques actions de délégués sur le terrain. Alors là, je vais peut-être laisser la main à Edouard qui va vous un peu plus vous détailler qui va vous parler plus en détail des actions, de quelques actions qui ont été menées récemment. Oui, donc ce n'est pas un tour exhaustif des actions. Donc là, c'est une action qu'on mène depuis quelques années avec une petite société qui s'appelle Moveos et on propose aux adhérents de la mutuelle des ateliers lombalgie équilibre. Donc on fait cela à la fois sur Besançon et sur Vesoul avec des enseignants spécialisés dans l'activité physique adaptée. Donc ce sont des groupes enfin, normalement d'une dizaine de personnes et qui suivent pendant plusieurs semaines un programme détaillé et personnalisé. Ensuite, là, je pense que c'est la Gréloise. Oui, voilà. La Gréloise que vous connaissez peut-être, c'est une course, une marche-course pour la lutte contre le cancer du sein. Donc, cette année, on a installé un, un atelier, un stand dans lequel, d'un côté, une infirmière faisait des tests de glycémie et de l'autre côté, on avait sollicité un jeune interne pour montrer les gestes de palpation sur un mannequin pour déterminer euh, en matière de prévention du risque du cancer du sein. Et cela, c'est une action qui s'est passée à École Valentin en partenariat avec l'UFCV sur la fête du sport. On avait également là un stand. Et donc, c'est plutôt le thème sport-santé. Voilà. On a, on a d'autres, bien sûr, d'autres actions et surtout ce que je voudrais faire passer comme message, c'est si vous souhaitez vous impliquer au niveau de la mutuelle en tant que délégué, vous êtes les bienvenus, que ce soit sur une action précise, hein, quelque chose que vous voudriez faire, un projet que vous voudriez monter, ou sur un temps un peu plus long, sur une année ou voire deux, vous pouvez, hein, vous serez accueillis à bras ouverts. On a vraiment besoin de volontaires, d'aide pour monter ces actions. Euh, et puis surtout, besoin d'idées, de, de projets, quoi, hein. Donc n'hésitez pas. Je laisserai des cartes de visite là, à la fin. Et puis n'hésitez pas à me contacter pour dire voilà, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela. D'accord? Et puis maintenant, s'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Madame Capu. Avec ça, on va essayer. Merci. Eh ben, bonsoir à tous.
On va essayer de ne pas s'endormir tout de suite, hein. Je vais essayer de vous parler de sommeil et alimentation en étant assez énergique, on va dire ça comme ça. Et puis après, vous mangerez un petit coup pour vous réveiller, mais en attendant, je vais essayer de ne pas vous faire dormir. Alors, je remercie Harmonie Mutuelle de m'avoir demandé une présentation sur alimentation et sommeil, et puis qu'on fasse le lien, si c'est possible, entre ce qui se passe pendant la phase nocturne et ce qui peut aussi aider à une meilleure qualité de sommeil, parce qu'on se rend compte, effectivement, il a donné des chiffres, je vais en redonner un petit peu, que souvent, il y a des problèmes de qualité de sommeil, de qualité et de quantité de sommeil, pas toujours en vieillissant, mais en tout cas, ça peut arriver à n'importe qui au cours de notre vie. La première chose, avec ça, on va essayer. Merci. Eh ben, bonsoir à tous. On va essayer de ne pas s'endormir tout de suite, hein. Je vais essayer de vous parler de sommeil et alimentation en étant assez énergique, on va dire ça comme ça. Et puis après, vous mangerez un petit coup pour vous réveiller, mais en attendant, je vais essayer de ne pas vous faire dormir. Alors, je remercie Harmonie Mutuelle de m'avoir demandé une présentation sur alimentation et sommeil, et puis qu'on fasse le lien, si c'est possible, entre ce qui se passe pendant la phase nocturne et ce qui peut aussi aider à une meilleure qualité de sommeil, parce qu'on se rend compte, effectivement, il a donné des chiffres, je vais en redonner un petit peu, que souvent, il y a des problèmes de qualité de sommeil, de qualité et de quantité de sommeil, pas toujours en vieillissant, mais en tout cas, ça peut arriver à n'importe qui au cours de notre vie. La première chose que j'ai eu envie de vous montrer, ça peut paraître un peu bizarre. D'ailleurs, quand je leur ai montré ça à Harmonie Mutuelle, ils se sont bien demandé pourquoi j'avais mis la photo de cette voiture complètement désossée avec un garagiste à côté qui tient une clé à molette. Parce que pour moi, ça représente vraiment ce qui se passe la nuit. Le corps est en plein chantier, l'organisme est en train de travailler, le sommeil a un gros travail. Pendant la phase sommeil, il y a des gros travails de régénération. J'ai essayé de mettre les 3 mots qui me semblaient les plus importants, rééquilibrage et réparation. C'est comme si notre corps était démonté pendant la phase nocturne et que l'organisme réparait les tissus qui avaient été endommagés pendant la journée, réparait aussi, nous sommes, entre guillemets, je vais y aller entre guillemets, mais attaqués par des virus et des bactéries toute la journée, le corps se défend, le système immunitaire travaille beaucoup et la nuit, la phase sommeil permet justement à l'organisme de pouvoir réparer tout ce qu'il a subi pendant la journée. Donc là, on est vraiment sur une composante très importante du sommeil qui va aussi atteindre jusqu'au système immunitaire. On va le voir un peu plus loin. Donc la nuit, c'est vraiment ça. Si j'avais voulu vous présenter ma voiture la nuit, je pense que la vôtre est normalement elle est pareille quand on dort assez, en tout cas. Toutes les pièces sont démontées, tout est réparé, tout rééquilibré. Le sommeil, c'est un grand réparateur. Alors normalement, quand ça se passe bien, le lendemain matin, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que ma voiture est remontée. Je ne sais pas, ce n'est pas de Ferrari, mais en tout cas, notre voiture, elle doit bien fonctionner. Le sommeil sert à ça. Bon, évidemment, ce n'était pas une Ferrari que vous avez vu démonter, mais comment définir ce que peut être le sommeil? Alors, le sommeil, moi, j'aime bien cette explication. Le sommeil, c'est plusieurs phases qui vont durer en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie. Et ces phases, on en a entre 6 et 8 au cours de la nuit. On a une phase de démarrage qui est assez rapide, normalement, hein, qui dure entre 0 et 20 minutes. Ça dépend des gens. Enfin, il y en a qui, dès qu'ils ont la tête sur l'oreiller, dorment. Mais en tout cas, une phase de démarrage assez rapide. Et puis, plusieurs phases qui vont se succéder. Mais en moyenne, c'est un train dure à peu près 1 heure et demie à 2 heures. Vous avez tous fait l'expérience parfois de vous réveiller à 3-4 heures du matin et d'attendre le prochain train à 5h30 et de dire pourquoi j'ai attendu 1 heure et demie, j'ai attendu 2 heures. Ben, c'est parce que des sommeils, c'est vraiment des cycles et des cycles. Ce qu'on remarque assez rapidement, c'est que le sommeil lent, ce qu'on appelle le sommeil assez léger, il représente 50% de notre sommeil total. Donc là où vous allez vous réveiller peut-être assez facilement, c'est encore plus vrai en vieillissant, ou vous se réveillez par un bruit, des choses comme ça. Le sommeil lent profond est finalement pas très très important non plus, mais c'est souvent le sommeil paradoxal vers la fin où on se souvient de nos rêves. Ça dure à peu près 20 minutes, ça dépend des gens, 20 minutes, une demi-heure, mais c'est relativement court. Alors, ces trains de sommeil, on les connaît. Ils sont assez importants chez l'enfant et puis ils se raréfient un peu chez l'adulte.
Donc, un enfant, un nouveau-né, il peut dormir, vous vous en souvenez peut-être, jusqu'à 17-18 heures par jour. Sur 24, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est tout ce qui est maturation du cerveau, hein, notamment. Hein. Le cerveau, déjà à cette époque de notre vie, se construit pendant cette période de sommeil. Et puis, un adulte en moyenne, on sait que c'est pas si mal que ça s'il dort entre 7 heures et 9 heures. Ce qu'on sait, par contre, c'est que moins de 6 heures par nuit, c'est très insuffisant pour faire le travail que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire de démonter la voiture, nettoyer toutes les pièces, replacer les pièces, remonter la voiture et repartir le lendemain matin. C'est impossible. Alors, on peut avoir des nuits où on dort un peu moins que ça. À chacun de connaître quand même son besoin, mais en dessous de 6 heures, c'est souvent compliqué. Le système immunitaire rame, vous allez le voir, je vais vous mettre 2-3 chiffres plus tard. Parfois, je dis aux gens, si vous sentez que toutes les nuits, vous manque 1 heure, par exemple, bah, à la fin de la semaine, ça fait 7 heures de sommeil en moins, ça fait une nuit de sommeil en moins. Je ne vous donnerai pas les chiffres qu'ils nous donnent sur la mortalité, mais c'est effrayant. Donc faites attention, il n'y a pas de réparation. Ce n'est pas parce que j'ai dormi 5 heures hier et que je vais dormir 9 heures ce soir que j'aurai réparé les 5 heures. Je n'en ai pas assez, je n'en ai pas assez, je ne rattraperai pas. C'est une perte sèche. Donc, parfois, les gens disent je ne dors pas beaucoup la semaine et le week-end, je dors beaucoup. Oui, mais ça ne changera pas grand-chose au schmilblick, j'allais dire. Faites attention à ça, à nous de savoir. Mais en tout cas, en dessous de 6 heures, les petits dormeurs, ce que nous, on appelle les petits dormeurs, ben, ils ne s'en sortent pas très bien. Alors parfois, on me dit dormir, c'est une perte de temps. Alors j'ai un peu de mal à le croire parce que quand on voit tout ce que le sommeil va pouvoir nous apporter, c'est quand même pas très adapté de dire que le sommeil est une perte de temps. Je suis un petit dormeur et j'aime beaucoup vivre. Oui, mais enfin, d'un autre côté, la qualité de la vie sera peut-être affectée par ce manque de sommeil. Alors, la première chose qu'on remarque quand il n'y a pas assez de sommeil, bah, c'est la fatigue. Je pense que vous l'avez tous senti. Et ça peut être une fatigue qui est de plus en plus chronique hein, et qui atteint toutes les sphères, que ce soit aussi bien une fatigue psychique, une fatigue physique. C'est vraiment la première chose qu'on peut remarquer, avec des modifications de l'humeur et un cerveau qui a de plus en plus de mal à fabriquer des neurotransmetteurs. Je vais vous les présenter tout à l'heure, ces fameux neurotransmetteurs qui gouvernent notre humeur. Il y a effectivement un mauvais métabolisme cellulaire énergétique. Le corps ne sait pas comment faire, notamment pour l'hormone de croissance. Même si on vieillit, l'hormone de croissance, elle est quand même synthétisée pendant la phase sommeil. Donc, moins je dors, moins j'ai des systèmes de réparation. Quand on est bébé et enfant, l'hormone de croissance, c'est vraiment la croissance des tissus, la croissance du squelette, la croissance du cerveau, la maturation de tout ce qui est cognitif. Mais en vieillissant, c'est aussi l'hormone de croissance, c'est vraiment pouvoir garder justement ces acquis qu'on a construits au cours de l'enfance et de l'adolescence. Le système immunitaire, juste pour rappeler quand même que 70% des cellules immunitaires maturent dans les intestins et que c'est pendant la phase nocturne qu'elles vont le plus travailler. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent à ce moment-là et qui ne sont pas forcément rattrapables au cours de la journée. Alors, déficit de sommeil, évidemment, le premier item qu'on retrouve, donc, c'est les fatigues chroniques, le stress, le grand tueur silencieux de nos sociétés, j'ai envie de dire. Moins je dors, plus je suis stressée. Attention à ça. Je vous ai mis un peu tout ce qui pouvait atteindre tout ce qui pouvait être en lien avec le déficit de sommeil, des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais le surpoids et l'obésité sont très représentés dans les déficits de sommeil. Les gens qui n'ont pas assez dormi vont souvent aller manger plus et avoir une attirance pour les aliments sucrés pour pouvoir se redonner un petit coup de peps. Donc, c'est des gens qu'on va retrouver dans la matinée qui ont besoin de manger. Alors, ça peut aller du fruit jusqu'au choc à pic ou au pépito, mais qui vont aller chercher du sucre pour se redonner de l'énergie. Jusque dans l'après-midi, avoir besoin d'une collation, pas forcément par faim. D'ailleurs, on n'entend pas forcément un signal de faim, mais un signal de fatigue et qui est souvent en lien avec ce déficit de sommeil qui devient chronique. Oui, du coup, par corrélation, on peut retrouver des problèmes de diabète. Hein. Je mange trop, je mange beaucoup de fois dans la journée, je mange souvent du sucre pour me réveiller et du coup, je vais développer un prédiabète ou un diabète.
les problèmes d'hypertension. Les problèmes dépressifs, on les retrouve plutôt en lien avec fatigue chronique et stress chronique. Il n'y a pas qu'une fatigue aussi, il n'y a pas qu'un stress conscient, j'ai envie de dire. Il y a un stress de l'organisme lui-même qui ne peut pas faire ce qu'il a à faire. D'accord, il a du travail, il n'arrive pas à le faire, jamais complètement en tout cas. Donc il y a vraiment un stress interne. Les troubles de la mémoire, alors ça on en entend toute la journée chez les gens qui dorment mal. Oh, j'ai oublié, puis je vieillis. Non, je vieillis pas. Et mon cerveau, la nuit, n'a pas eu le temps de se régénérer et d'encoder tout ce que j'ai vécu dans la journée. Il n'a pas eu le temps de faire son travail correctement. Donc oui, on retrouve beaucoup de troubles de mémoire. Les risques sont augmentés sur les maladies auto-immunes et les cancers. Quand on dort mal, on a une production de cellules inflammatoires qu'on connaît très bien dans les problèmes de cancer, qui s'appellent les cytokines. C'est des cellules qui ne sont pas très sympathiques, qui vont donner des informations d'inflammation aux autres organes et du coup qui vont perturber toute la chaîne du système immunitaire. Et puis le seul cancer pour lequel soit vraiment documenté, c'est le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est souvent des petites dormeuses, entre 38 et 50% des femmes atteintes. Et c'est Octobre Rose et personne ne vous pose la question. Enfin, entre autres, à part aller faire des mammographies, on ne nous pose jamais de questions sur ce qu'on mange, ce qu'on fume, ce qu'on boit et combien on dort, et puis notre stress éventuellement. Mais en tout cas, entre 38 et 50% des femmes atteintes par le cancer du sein sont des petites dormeuses et moins de 6 heures par nuit en chronique. Donc, vous imaginez l'état de stress, l'état de sommeil, le manque de sommeil, plus la cascade de l'immunité, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est un peu normal. C'est un facteur supplémentaire prédictif de cancer du sein. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus, au lieu de toujours nous dire mammographie tous les 2 ans, sans nous poser 2-3 questions, éventuellement. On retrouve aussi, on ne retrouve rien du tout, ça n'a pas avancé. Non, il ne veut pas. Bon. On va lui dire d'avancer manuellement s'il ne veut pas. Ouais, c'est bon. Flash info de dernière minute parce que je l'ai vraiment eu hier ou avant-hier et je trouvais que c'était intéressant. Une étude de l'INSERM qui a concerné aussi bien des Français que des Suisses. Et puis, c'est quand même pas une petite cohorte. Quand on a plus de 10 000 adultes qui sont intégrés dans une étude, on peut commencer à parler de chiffres intéressants. 6 700 Suisses, bon, ils sont moins mobilisables que nous. Mais en tout cas, ce qu'ils voulaient étudier, c'est l'impact du sommeil sur notre santé et notamment sur les accidents cardiovasculaires. Parce qu'il y a quand même pas mal d'accidents cardiovasculaires, AVC surtout, qui se passent pendant le sommeil. Donc, on voulait essayer de comprendre. Et ils se sont aperçus que parmi les facteurs protecteurs, il y avait donc, on retombe un peu sur les mêmes paramètres, les 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Les gens qui dorment 7 à 8 heures par nuit sont moins atteints que les autres. Être du matin. Alors ça, on sait qu'on est à peu près 50% de la population sur les 100% de la population. Il y en a la moitié qui sont du matin et la moitié qui sont à peu près d'après-midi, du soir, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ceux qui sont du matin, c'est-à-dire qui sont plus couche tôt, élèves tôt, s'en sortent apparemment mieux que les autres au niveau cardiovasculaire. Ne pas avoir d'insomnie. Bon, ça ne doit pas toujours être évident. C'est un peu le seul item qui m'a paru un peu bizarre parce que tout le monde connaît quand même de temps en temps une petite insomnie, ne pas avoir d'apnée. Les apnées du sommeil sont un gros problème de santé publique, puisque fournisseur d'accidents cardiovasculaires assez important. Et ça aussi, attention, je trouve que ça va un peu mieux depuis quelques temps, mais c'est comme s'il n'y avait que les hommes qui avaient des apnées. On n'en parle pas beaucoup au féminin, alors que je pense qu'il y a autant d'hommes, de femmes qui ont des apnées que les hommes. Mais les apnées sont un sacré problème de santé publique et ça peut être quand même assez corrigé assez facilement. Et ne pas avoir de somnolence excessive dans la journée. Ça veut dire dès que j'ai mangé, je m'assieds sur le canapé, je dors. Dès que je suis assis, je dors. La somnolence, c'est un problème. Ça veut dire que le cerveau n'est pas forcément en très bon état, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas que la personne ne va pas très bien. Donc des fois, on dit, bon, il dort, dès qu'il est assis, il dort. Vous contentez pas de ça, c'est pas forcément bon signe. Donc c'était plutôt bien d'avoir cette nouvelle étude de l'INSERM. Bon, ça c'est une photo d'une jolie femme qui fait semblant de dormir, mais en tout cas j'aimais bien le fait de vous remontrer que il y a différents items sur le pancréas, sur la régulation des graisses, la régulation des sucres.
le pancréas a plus de mal de travailler si je dors mal, sur l'association densité osseuse, ostéoporose, on aurait pu mettre, mais en tout cas, qualité de l'os et renouvellement osseux qui se passe aussi pendant la phase sommeil a beaucoup plus de mal à se faire en journée. Le cerveau, oui, hein, il encode pendant la nuit. Heureusement, nous ne gardons pas toutes les informations. Donc, le cerveau va faire un tri, va garder les informations qui lui semblent essentielles et va vraiment éjecter les autres. Au niveau de la masse musculaire, les niveaux de protéines sont plus intégrés et le stockage des graisses diminué quand on dort bien. C'est l'inverse qui se passe quand on dort mal. La graisse est beaucoup plus stockée et la masse musculaire descend beaucoup plus vite. Donc attention en vieillissant. Trouble du sommeil, pas assez de sommeil, et ben, je grossis. Comment ça se fait? Je grossis aussi parce que cette régulation ne se fait pas. Et puis, tout ce qui est respiration, régénération cellulaire de la peau pendant la phase nocturne. Après ça, si vous ne dormez pas bien, vraiment, je n'aurais pas fait mon boulot. Alors, une petite sieste, parce que ça, on me la pose souvent la question, est-ce qu'il faut faire une sieste? Est-ce que c'est bien de faire une sieste? Je ne sais pas, vous me direz après si vous faites des siestes. La sieste, elle est physiologiquement normale, notamment après le repas du midi. Quand on regarde le fonctionnement du corps et les différentes enzymes, hormones qui nous gouvernent et les neurotransmetteurs, on a un pic normalement de fatigue après le repas de midi, après le déjeuner. Donc normalement, la sieste dure entre 20 minutes et une demi-heure. Une digestion demande tellement d'énergie que le cerveau va vouloir récupérer, le digestif, pardon, va demander au cerveau de débrancher. Donc, oui, c'est normal. Ce n'est pas parce que forcément on a trop mangé, mais c'est parce que la digestion demande beaucoup d'énergie. Donc, quand les gens disent « je fais tout pour ne pas dormir », je ne suis pas sûre que ça soit un bon truc. Laissez-vous dormir, mais par contre, au bout d'une demi-heure, il vaut quand même mieux mettre un réveil. Des gens qui partent 2 heures, non, parce qu'après, ils dorment mal la nuit. Ils ont du mal à s'endormir après. Mais une sieste, elle est physiologiquement normale. Et il y a des cultures où c'est même obligatoire. Vous allez en Chine, vous serez obligé de faire la sieste. Tout le monde fait la sieste en Chine, que vous soyez ouvrier en usine ou que vous soyez étudiant. De toute façon, ils mangent plus tôt que nous. Ils ne mangent pas vers midi, ils sont plutôt vers 11h, 11h30. Mais il y a toujours un moment où tout le monde dort, peut-être pas tous en même temps, mais en tout cas, la sieste, elle est obligatoire et elle est reconnue comme un état de santé publique, j'ai envie de dire, quelque chose qui va permettre d'aller mieux. Donc nous, ce n'est pas trop dans notre culture, mais en tout cas, quand on peut la faire, ce n'est pas la peine de culpabiliser parce que c'est plutôt mieux et une meilleure digestion. Alors, c'est vrai que ce que la nuit doit au jour, vous allez voir, je vais vous en parler, mais le sommeil, il se prépare déjà en journée. Ce n'est pas à 22 heures que ça va se dérouler. Notamment, il se prépare dès le matin. Je vais vous montrer pourquoi. Mais c'est vrai que sommeil et nutrition, c'est 2 choses qui se combinent. Si je mange mal, en général, je dors mal, surtout le soir. Si je mange un peu trop riche, je vais vous montrer après. Par contre, un sommeil de mauvaise qualité, alimentation déséquilibrée, tout ça va ensemble. Par contre, ce qu'on sait, c'est que moins on dort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus on mange. Les systèmes hormonaux qu'on appelle, il y a 2 hormones qui vont gouverner, les 2 hormones principales qui vont gouverner notre prise alimentaire, que sont la leptine et la gréline. C'est elles qui vont déclencher la prise alimentaire et arrêter la prise alimentaire. Parce que vous diriez la faim, j'ai faim et je sens ma satiété, j'ai plus faim. Ces 2 états sont gouvernés par des hormones qui ne travaillent pas bien quand je ne dors pas. Donc, moins je dors, plus je casse ce rythme de synthèse hormonale et plus je ne sais pas trop où j'en suis. Je ne sais pas si j'ai faim, j'ai envie de manger, je suis fatiguée, je suis énervée, ça va me redonner du peps. Donc, c'est vraiment imbriqué. L'un et l'autre sont vraiment imbriqués. Alors, pour vous parler un peu de l'alimentation nocturne, je voulais quand même juste faire un bref arrêt sur 2 points qui me semblent essentiels. Je ne vais pas vous faire un cours d'équilibre alimentaire, ce n'est pas ce qu'on m'a demandé non plus.
Mais vous avez tous peut-être déjà vu une pyramide alimentaire où on nous montre les différentes familles alimentaires à manger dans la journée pour que notre corps puisse fonctionner correctement. Moi, je les classe souvent en deux catégories. On a besoin de deux catégories, grosso modo, les produits animaux, les produits végétaux, à équilibrer dans la journée. Je vais un peu vous le montrer, mais je ne vais pas trop m'étendre parce que moi, il faut que je parle du repas du soir. Mais en tout cas, vous dire que puisque je vous disais, mieux on mange, mieux on dort, c'est quand même un peu que je vous explique qu'on avait quand même un peu besoin de tout. Mais ce qui m'intéressait au-delà de ça, c'est ce schéma-là. Je le montre assez souvent parce que je trouve qu'on oublie aujourd'hui que l'organisme, il a un rythme, que l'organisme, il a une horloge interne qui ne fonctionne pas n'importe comment. Il a une horloge interne et comme il est hyper pointu, il a des horloges par organe. Donc, on le sait très bien, par exemple, en pharmacopée, quand le médecin vous donne un médicament, il ne vous dit pas, en général, vous le prendrez bien quand ça vous arrange pour que vous le preniez dans la journée. Mais bien égal, non. Il va vous dire, vous allez prendre votre médicament à telle heure parce qu'il sait qu'en vous le donnant à telle heure, il aura un potentiel actif qui va être majoré. Mais il ne va pas vous dire, si tu vois, un médicament pour l'hypertension, souvent on le donne le matin. C'est rare qu'on le donne le soir, ça peut arriver. Mais en tout cas, s'il vous le donne le matin, c'est parce qu'il sait que ça va agir sur tel organe et sur les reins. Et voilà. Et on oublie souvent que notre corps, il a quand même un rythme et qu'on n'est pas fait pour manger n'importe quoi, n'importe quelle heure, n'importe comment. La base de notre alimentation et le premier repas est le plus important, et ceux qui me connaissent le savent, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est lui qui va induire les autres repas, c'est lui qui doit être pas forcément le plus important, mais le plus dense au niveau énergie, parce que c'est lui qui va nous permettre de synthétiser un petit neurotransmetteur qu'on connaît en général, qui est la dopamine. Déjeuner le matin, ça permet d'avoir une bonne dopamine. La dopamine, c'est le starter du matin, c'est l'énergie, c'est j'ai envie d'y aller, j'arrive à me concentrer, j'ai un bon starter, j'y vais, je sais pourquoi je fais. Voilà. Donc le petit déjeuner va relancer les fonctions de cholestérol. Nous avons un cholestérol endogène très important le matin. Nous sommes en plein renouvellement cellulaire. Normalement, des fois, je dis aux gens, on est fait pour aller chasser le mammouth le matin. On n'est pas fait pour être assis. Il faut une bonne énergie du matin et le petit déjeuner va servir à ça. C'est de la relance métabolique. Si j'ai un bon petit déjeuner, je vais pouvoir avoir un repas, évidemment, de milieu de journée qui va me permettre de synthétiser deux autres grands neurotransmetteurs qu'on connaît qui vont permettre de continuer l'action et d'avoir assez d'énergie, que sont la noradrénaline et le GABA, donc deux fondamentaux aussi. Et puis, plus j'avance vers la soirée, plus mes repas doivent être légers. Le corps a de moins en moins besoin d'énergie et va de moins en moins utiliser cette énergie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec un petit déjeuner qui est soit tout rikiki, soit qui n'existe pas, un repas du midi qui est des fois bien, des fois sauté ou vite fait sur le pouce et qui ne correspond pas aux besoins de l'organisme, et du coup, un dîner qui est trop important et qui va perturber le sommeil derrière. Donc souvent, on me dit, oui, mais vous comprenez, c'est là qu'on se retrouve, c'est familial, c'est sympa, on est en convivialité. Oui, oui, ça je peux bien comprendre, mais il ne faut pas confondre convivialité et quantité et convivialité et gros repas, parce que là, vous n'êtes pas dans les phases pour lesquelles l'organisme a été programmé. Donc attention à ça. Avant, d'ailleurs, on n'appelait pas un dîner, on disait un souper. Je trouve que c'est bien qu'on disait ça. Ça voulait bien dire qu'on mangeait léger, une soupe, des noix, une pomme, mais maintenant, non, on fait un dîner. Donc, le problème souvent du dîner, qui est trop important, vous allez voir, affecte le sommeil. Et après, c'est une cascade, quoi. J'ai un peu la tête à l'envers, quoi. Je mange trop le soir, je ne mange pas le matin, et puis j'arrive pas à dormir le soir. Donc, oui, alimentation et sommeil, il y a vraiment un lien, et notamment par l'enchaînement de ces repas. Je trouvais que c'était pas mal de vous mettre ça. C'est une fille qui a fait ça. Je trouvais que c'est pas mal de montrer grosso modo un petit déjeuner idéal, parce que si je vous en parle, je vais vous dire un peu ce que c'est. Un petit déjeuner idéal, c'est des protéines et de la matière grasse. Si j'avais deux choses à dire, ça serait ça. Un petit déj, il va y avoir du fromage, des produits laitiers, il pourrait y avoir de l'avocat. Là, elle a mis différentes choses. Il peut y avoir des oléagineux, il peut y avoir des glucides de qualité. Je pense qu'elle pensait plutôt à tout ce qui est muesli. Il y a une boisson, il y a un œuf, il y a un fruit entier. Et j'ai bien aimé qu'elle mette pas de jus de fruits, plutôt un fruit entier avec des fibres pour ralentir l'absorption de ces sucres. Mais sur sa slide, j'ai bien aimé parce qu'elle n'a pas mis de confiture.
J'ai bien aimé, moi, je bien aimé. Non. On n'est pas fait pour manger trop sucré le matin. Si on mange trop sucré, on a faim à 10 heures, puis on a faim à midi, puis on a faim l'après-midi. Nous, c'est notre culture, c'est souvent comme ça. On fait beaucoup de petits déj sucrés, mais physiologiquement, ça ne correspond pas à la demande de l'organisme qui, lui, veut du gras, des protéines. Donc, des fois, je dis, vous savez, les Allemands, ils habitent pas loin et eux, tous les matins, ils font des œufs quand même. Parce qu'on me dit, on peut manger des œufs tous les matins. Oui, je peux manger des œufs tous les matins. Mais ça peut être aussi plein de choses, comme ça peut être du fromage, des produits laitiers. Mais un vrai petit-déj, il est reconstructeur. Et ces protéines-là vont permettre de synthétiser la dopamine que je vous ai montré tout à l'heure. À l'inverse, si je mange trop sucré, j'ai souvent un gros coup de mou. Ce que les Asiatiques disent, le sucre le matin coupe l'énergie. Mais je trouve que c'est juste. Je vais avoir un gros coup de fouet, parce que j'aurai mangé du miel ou de la confiture avec du pain blanc et puis mon café. Puis à 10 heures, il faut que je remange un peu là, parce que j'ai faim. Donc un vrai petit-déj, il est plutôt tendance salé avec une pointe de sucre, mais avec plutôt un fruit entier qui n'est trop sucré. Ça fera l'objet d'une autre soirée, bien sûr. Le déjeuner, le repas de midi, c'est un repas complet. En général, c'est là qu'on va mettre notre dose de viande, de poisson, de légumes, de féculents à quantité équilibrée et puis qu'on interprète suivant les besoins de la personne. Et puis en général, c'est dans la tradition, on fait fruits, yaourts, pain complet, voilà. Mais en tout cas, le repas du milieu de journée est un repas qui va cumuler les principales familles alimentaires. Pourquoi je vous mets ça? La question est, et on ne veut plus, tac, on va mettre ça comme ça. Pourquoi je vous mets ça? Parce que je veux vous amener à ça, en fait. Donc tout à l'heure, je vous disais, je ne sais pas si je peux aller jusque-là, que le matin, ce qu'on relançait, donc, c'était tout ce qui est dopamine. Dopamine, c'est vraiment le premier neurotransmetteur qu'on va fabriquer le matin, donc à partir de notre petit déjeuner, ce qui va faire que je suis motivée, j'ai envie de travailler, je sais pourquoi j'y vais, etc. Donc, c'est vraiment le starter. Vous voyez, au-dessus, mon corps est une voiture, c'est encore la même, mais ma voiture, pour qu'elle démarre, il va falloir que je passe à la pompe à essence, et la pompe à essence, c'est le petit déjeuner. Si vraiment il n'y a pas de petit déjeuner et que ça dure, on retrouve les gens qui font des burn-out. Un burn-out est un effondrement de la dopamine et pas du tout une dépression au début. Dans 90% du temps, les gens qui font des burn-out sont des gens qui ne déjeunent pas ou qui tournent au café, cigarette, ou petit déjeuner sucré ou régulièrement absence de petit déjeuner. Donc là, effondrement de la dopamine. Mais la dopamine, vu que c'est le premier neurotransmetteur de la journée, c'est compliqué d'en fabriquer d'autres pour arriver à celui qui nous intéresse, nous, ici, qu'est la mélatonine. La mélatonine, c'est le neurotransmetteur que votre cerveau, comme le mien, fabrique. Alors, ça dépend, entre 21h et 23h ou minuit. Et la mélatonine, elle commence vraiment à être active quand j'ai les yeux qui piquent, que je baille, je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Et la mélatonine, elle arrive en fin de course, mais elle n'est pas isolée sur le schéma. Elle fait bien partie d'une cascade de neurotransmetteurs que mon cerveau a fabriqué toute la journée. En clair, si le matin, je n'ai pas un bon petit déjeuner, que je n'ai pas eu suffisamment de dopamine, puis à nouveau dans l'après-midi, d'autres, comme je vous ai montré avec l'assiette, noradrénaline, GABA, sérotonine, eh ben, je vais arriver à la fin de journée et je n'aurai pas de bonne sérotonine. La sérotonine, qui est la phase juste avant la mélatonine, c'est vraiment le 17-18 heures. Là. Je suis un peu fatiguée, j'ai fini ma journée, je vais peut-être prendre un carré de chocolat, je vais prendre quelques amandes et je vais m'apaiser. Et cet apaisement va provoquer progressivement vers la soirée un afflux de sérotonine dans mon cerveau et il y a un moment où je vais avoir sommeil. Si je sens que cette mélatonine arrive, il est 10 heures, je suis fatiguée et que j'ai décidé par contre qu'il était trop tôt, je ne peux pas aller me coucher, il est 10 heures, c'est trop tôt. Je vais attendre le train suivant. Là, je vous disais, 1h30 plus tard, il va falloir à nouveau attendre ce train. Donc, quand la mélatonine arrive, en général, il vaudrait mieux aller se coucher parce que c'est elle qui va vraiment gérer tout ce qui est du domaine du cognitif. La mélatonine est un neuroprotecteur. C'est elle qui va permettre au cerveau d'avoir des informations qu'il va garder ou qu'il va éjecter. En tout cas, elle est essentielle à notre fonctionnement. Maintenant, on ne va pas s'intéresser tout de suite à elle, on va s'intéresser à son précurseur, donc celle qui est juste avant, donc qui est la sérotonine. La sérotonine, elle est apportée donc par un groupe d'aliments qu'on connaît bien.
qui sont plutôt les aliments que vous avez sur la photo, c'est-à-dire les oléagineux, l'avocat, les poissons, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on mange au goûter, la banane, les dattes, les choses comme ça. Ça, c'est des aliments qui vont permettre d'avoir une bonne sérotonine pour fabriquer ma mélatonine au cours de la nuit, de la soirée, début de soirée. Donc, on va essayer de détailler là comment on peut nourrir notre schtroumpf dormeur là, pour lui donner un peu de sérotonine et puis que ça ne se passe pas si mal que ça. Donc, un repas du soir, on va détailler, je vais vous détailler un peu. Il a plusieurs axes au niveau nutritionnel. Le premier, c'est de manger des végétaux. Alors, il me semble important de dire des végétaux de saison, qui soient de couleurs diverses et variées. Plus vous aurez de couleurs dans l'assiette, plus vous aurez de polyphénols, d'antioxydants, récupérer les micronutriments nombreux et variés qui sont dans ces fruits et légumes. Qui soit assez facile à digérer, qui ne soit pas trop baigné dans l'huile. C'est peut-être pas le soir de faire des beignets de courgettes, par exemple, ou de faire des trucs frits. C'est pas très facile à digérer pour le soir. Et puis, de manger des crudités, oui. Pour les gens qui n'ont pas de problème, j'ai marqué si toléré. Pour les gens qui n'ont pas de problème de digestion, parce que la digestion est un peu plus longue avec les crudités, peut être un peu plus longue. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème, oui. Que ça soit cru ou que ça soit cuit, pourvu qu'il y ait de la couleur, que ça soit varié, c'est toujours intéressant. Tout à l'heure, je vous disais soupe. Hein, avant, on appelait le souper. Ce n'était pas le dîner, c'était le souper. Là, je pense qu'on va recommencer, vu la météo, on va recommencer à faire des soupes. Mais c'est un bon apport en légumes et ça peut être extrêmement intéressant. Peut-être qu'on peut juste dire plus la soupe est mixée, moulinée, moins vous avez de fibres, parce que vous avez décidé de faire un velouté, mais plus vous mangez un velouté, plus vous cassez la fibre, moins c'est intéressant au niveau nutritionnel. Il vaut toujours mieux avoir une soupe avec des morceaux, un peu comme une soupe minestrone, qui va favoriser la mastication et qui va surtout permettre de garder les fibres qui vont nourrir le microbiote intestinal. Donc, d'alterner en tout cas velouté et puis soupe un peu avec des petits morceaux. J'ai mis les champignons parce que c'est d'époque. Et puis, ce sont des super aliments pour le microbiote intestinal, même si certains disent qu'ils ne les digèrent pas. En général, c'est plutôt bien. Que ce soit des fruits crus ou cuits, ils sont tous intéressants. On peut aussi très bien varier, avoir des légumes cuits et puis finir par une pomme ou avoir des crudités et puis finir par une poire cuite ou une compote. Mais en tout cas, d'essayer d'avoir au repas du soir majoritairement un repas qui soit végétal. C'est là que l'assiette doit être la plus importante. On mange un peu de protéines, ce qu'on appelle des protéines maigres dans mon jargon. Ce n'est pas la viande de canard, ce n'est pas la viande d'agneau, ce n'est pas les viandes grasses ou la charcuterie. Hein. On va plutôt aller vers un peu de viande blanche ou un complément, on appelle ça, où il me reste un peu de poulet, où je vais finir les morceaux de poisson, où je vais m'ouvrir une boîte de sardines. Hein, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce sont des aliments très riches en oméga 3 et le cerveau en a extrêmement besoin pendant la phase nocturne. Sont des agents anti-inflammatoires qui sont plutôt très intéressants. Ça peut être des œufs, ça peut être du jambon, et puis ça peut être aussi des produits laitiers nature, basiques, qui vont faire l'affaire. On s'aperçoit souvent qu'en mettant un peu de protéines le soir, on a une nuit plus longue. Hein. Il y a une dégradation plus longue des protéines, ce qui fait qu'on se réveille moins en étant affamé. À chacun de voir ce qui lui plaît, mais en tout cas, c'est pas bête et c'est pas anodin de mettre des protéines. Si vous voyez que vous vous couchez tôt, que vous levez et que vous voulez pas trop vous réveiller, oui. Mais par contre, on va éviter peut-être de mettre des choses un peu trop grasses et trop difficiles à digérer. Partie aussi alimentaire intéressante, c'est de mettre un peu de glucides complexes dans ce qu'on appelait avant des sucres lents. Maintenant, on parle mieux, on dit des glucides complexes. Dégradation lente, hein, ça veut dire que mon estomac va mettre du temps à les dégrader, à les digérer, et plus il met du temps, tant mieux, ça va me provoquer une satiété de plus longue durée. Le cerveau consomme pas mal de glucides. Hein. Quand il va bien, il consomme un morceau de sucre par heure. Bon, c'est pas rien, hein, l'équivalent de 20 grammes de glucides.
Et puis, on va choisir des choses qui demandent de la mastication. Plus je mâche, plus mon bol alimentaire est intéressant en général, plus j'ai des fibres et plus la digestion se passera bien. Donc, le soir, pour ceux qui veulent, soit effectivement, ça peut être intégré dans une soupe repas, soit ça peut être à côté, je mets un peu de lentilles ou je me fais une petite salade de haricots rouges. C'est pas idiot. Il y a des gens, je pense, qu'ils en ont besoin. S'ils n'ont pas de glucides, ils ont du mal à dormir. Ceci dit, s'il n'y en a pas, ça peut être du pain. Hein. Je peux très bien avoir ma soupe, ma salade, et puis j'ai pas de haricots, mais j'ai mis du pain avec mon repas. Deux choses aussi essentielles, parce que si on les oubliait, on n'aurait pas le tableau complet. Il nous faut du bon gras. Le cerveau a besoin d'acides gras oméga 3. Les connexions des neurones entre eux se font par la molécule de graisse aussi, et les oméga 3 jouent ce rôle-là. Donc les oméga 3, contrairement à ce qu'on pense assez souvent, ce n'est pas l'huile d'olive. Il n'y a pas d'acide gras oméga 3 dans l'huile d'olive. Donc on est obligé d'aller chercher des acides gras oméga 3 dans d'autres huiles. L'huile de colza, huile de noix, huile de lin, mais colza, noix, en général, c'est ce qu'on consomme le plus. Et c'est plutôt très intéressant pour le cerveau en phase de sommeil. Et puis, tout ce qui concerne aussi les oléagineux, les noix, les noisettes, les noix du Brésil, les noix de cajou, tout ce que vous avez. On a pas mal de noix de Grenoble ici. Mais en tout cas, ça, c'est des super aliments et qui peuvent être intégrés dans le dîner assez facilement. Puis évidemment de l'eau, parce qu'un cerveau ne fonctionne pas sans eau. Un cerveau qui va bien, c'est 60% d'eau, 40% de matière grasse. Donc là, vous avez les deux nutriments principaux du cerveau. Donc, ce n'est pas idiot de boire le soir avant d'aller se coucher. Il y a même des gens qui le font systématiquement. Ils boivent un verre d'eau avant d'aller se coucher. Bon, des fois, ils se réveillent un peu la nuit pour aller aux toilettes, mais le cerveau fonctionne bien mieux quand il est hydraté que quand il est en déshydratation. De toute façon, s'il est en déshydratation, vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué, vous vous levez, ça ne va pas. Donc, attention à ça. Boire tout au long de la journée, oui, mais boire le soir, c'est plutôt pas mal. Pour synthétiser un peu ça, on pourrait représenter une assiette idéale du soir qui soit majoritairement végétale. Il y a un peu de glucides lents, un peu de pain ou un peu de haricots blancs, et puis un peu de protéines. Et puis au milieu de tout ça, il y a cette graisse de bonne qualité qui vient peaufiner mon équilibre assiette du soir. Donc, essayons de. Alors, en pratique, c'est pas hyper compliqué. Hein. Je vous ai mis deux exemples de dîner. Ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir, mais peut-être que après chez vous, mais en tout cas, ce n'est pas ça. Mais ça peut être une soupe avec une omelette, du pain, du fromage blanc, un fruit. Comme on a très bien pu commencer par un peu de féculents avec une salade de lentilles, après basculer sur des endives, un yaourt, une compote de fruits. Ce n'est pas hyper compliqué. Je n'ai pas mis de quantité, ce n'est pas du tout là le propos, mais c'est vraiment dans ces familles alimentaires-là qu'on va aller chercher notre équilibre. Alors évidemment, je sais bien que dans la vraie vie, ce n'est pas toujours comme ça, et puis qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il y a des perturbateurs digestifs, hein, vous le savez très bien. Il y a des fois, on mange et puis on a un peu de mal à s'endormir. Donc, tout ce qui va être trop riche en gras, la charcuterie, les viandes grasses, le fromage, les plateaux gras, la raclette, bien entendu, du samedi soir, comme on m'en parle souvent. Les fritures, vous comprenez, c'est bon. Oui, je comprends. Ça va, vous avez bien dormi. 2 verres de vin blanc, une raclette et un gâteau au chocolat en dessert. Bah, écoutez, bonne nuit. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ça va être 5 fois debout. Et puis, je vous ai mis quand même, parce que ça m'amuse, des fois, je regarde les Nutri-Score, je regarde comme ça évolue, parce que pour le moment, ce n'est encore pas très intéressant. Parce qu'une tartiflette William Sorin au reblochon, un Nutri-Score B, je vous la conseille pour le soir. Je pense qu'ils ont dû se gourer sur la boîte, mais n'empêche qu'elle existe, ce n'est pas une fake news. Donc, faites gaffe à tous ces plats un peu trop riches, trop gras. Si c'est une fois de temps en temps, prenez un bicarbonate avant d'aller vous coucher parce que ça va être compliqué. Et puis, si c'est régulièrement, il faut un peu se poser des questions. Mais ça, c'est des perturbateurs digestifs. Le système digestif travaille trop et du coup, le cerveau n'arrive pas à fonctionner correctement. Mais bon, je pense que vous avez tous eu une expérience, donc on va passer. Alors, les conseils pour bien dormir, donc tous ceux qu'on vient de dire, mais dîner en moyenne 2 ou 3 heures avant d'aller se coucher pour qu'il y ait déjà
au moins la moitié de la phase de digestion qui soit passée. Hein. Manger à 21h puis aller se coucher à 21h30, ce n'est pas le bon plan en général. Hein. Il vaut mieux d'abord être debout hein, pour que l'estomac puisse avoir un mouvement et il vaut mieux rester debout. Rester un quart d'heure, une demi-heure debout après votre repas, c'est plutôt bien pour que ce travail de première digestion se passe dans les meilleures conditions. Éviter la consommation de caféine, bon ça oui, ça paraît... Enfin, je dis ça, mais des fois, je le dis, mais pourquoi vous buvez un café à 17h30? Ça va être un peu dur de s'endormir à 22h. Attention à ça. Un endroit sombre, un endroit calme, une bonne literie, évidemment, et puis qu'il ne fasse pas trop chaud dans la chambre. Ça, c'est une qualité de sommeil entre 16 et 19. Moi, j'aime mieux 19, mais entre 16 et 19, c'est bien. Le tabac est un excitant. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est des perturbateurs de type tablette, écran. Alors là, ça, je regarde. Donc, ces écrans diffusent une lumière bleue. Et cette lumière bleue excite le cerveau qui fabrique de la dopamine parce qu'il croit que c'est la journée. Donc, plus je joue sur ma tablette, même si je fais des mots croisés, plus je joue sur ma tablette et plus je réponds à ma voisine en WhatsApp, ben moi, je dormirai, quoi. Et plus on vieillit, plus c'est vrai. Donc attention à ça, c'est des sacrés perturbateurs. Trop de télé aussi. Hein. Des fois, les gens me disent, ouais, mais vous comprenez, 22h, ma série n'est pas terminée, je ne vais pas me coucher. Donc comme ils ratent le train de 22h, ils vont attendre 23h30. Des fois, c'est vraiment pas grand-chose qui nous fait rater notre heure de sommeil. Et puis, on s'est aperçu quand même que les activités en journée, les activités physiques, elles permettent d'avoir un meilleur sommeil. Alors, pas trop en soirée. Il vaut mieux soit dans la matinée ou début d'après-midi, mais faire une activité physique trop intensive à partir de 17-18 heures, je saute dans tous les sens, je fais du body pump et voilà, des fois pour trouver le sommeil, il y a une excitation de la fibre musculaire qui n'est pas vraiment favorable à une qualité de sommeil optimum. On va dire ça comme ça. Donc, des activités, si elles sont en fin de journée, qui sont plutôt des activités de détente aquatique, piscine ou choses comme ça. Donc ça vous résumait un peu, ma chambre est propice au sommeil, mon mari ne ronfle pas, ça aussi, hein, c'est mauvaise qualité de sommeil. Il y en a qui se sentent concernés, c'est pour ça qu'elle rit, mais mon mari ronfle, je ne dors pas. Au dîner, j'évite l'alcool, je bois peu, voilà, un peu tout ce qu'on a dit pour favoriser ça. Alors, en conclusion, j'avais quand même envie de vous dire que le sommeil, c'est sympa, mais ce n'est pas que tout ce que je viens de dire, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais je vais me cantonner un peu à ce que je sais. S'il y a vraiment un sommeil qui vous semble de mauvaise qualité, non réparateur, une fois que vous avez enlevé l'hypothèse d'apnée du sommeil, de mauvaise literie, de mari qui ronfle ou de femme qui ronfle, excusez-moi, les femmes ronflent aussi, hein, je vous confirme. Vous êtes quand même s'aider de la pharmacopée qui marche quand même plutôt souvent bien. Notamment, le roi, là au milieu, c'est le magnésium marin. Le magnésium interagit avec 300 réactions enzymatiques. Autant vous dire qu'on en manque tous, puisqu'il paraît que 75% des Français en manquent. Donc oui, mais quand on a une mauvaise qualité de sommeil, c'est bien de le prendre soit avant le dîner, soit vers 21h. Il y a souvent un meilleur réveil, il y a moins de courbatures le matin, les gens vont mieux, ils disent que le sommeil est plus apaisé. C'est un apaisant psychique. C'est un neurodécontractant. Le magnésium agit sur tout un tas de paramètres. Donc, il ne faut pas se gêner d'en prendre. Des fois, on me dit, oh, je fais une cure, j'arrête. Non, faites pas de cure. Vous faites une bonne cure, puis après, peut-être que vous faites 3-4 fois dans la semaine. Mais vous ne craignez rien de prendre du magnésium. Encore qu'un jour, du trop-plein de magnésium, on passera aux toilettes. Mais il n'y a pas de contre-indication. En tout cas, j'en connais encore pas. Oui, toutes les plantes qu'on connaît, la valériane est la plus documentée sur les effets sur le sommeil. Vous avez en pharmacie tout un tas de gélules diverses et variées. Regardez le dosage, mais c'est la seule plante qui a été validée sur le sommeil. Les autres ont un impact, effectivement, mais celle-là, on a assez de documentation aujourd'hui pour savoir que ça marche bien. En général, on la prend soit avant le dîner, soit 1 heure après le dîner, ça dépend de vos habitudes. Et puis, vous savez comme moi, il y a plein de trucs, on va vous parler, passiflore, aubépine, tilleul. Alors, la tisane, c'est bien, mais ce n'est pas assez dosé. Hein. Je ne peux pas dire aux gens, prenez une tisane de tilleul, ça va être assez dosé. Il va falloir avoir une petite gélule un peu plus dosée que ça, verveine, mélisse, escolzia. Vous allez trouver aussi des combinés où vous aurez valériane, escolzia, passiflore, aubépine. Et je trouve que ce n'est pas si mal que ça, mais à vous de trouver ce qui vous convient le mieux si vous en avez besoin.
La mélatonine à libération prolongée a fait son apparition il y a une dizaine d'années. Maintenant, je pense qu'elle est rentrée dans les mœurs. Moi, je la trouve super efficace. En tout cas, c'est toujours mieux que des neuroleptiques en première intention. Parce qu'autant un neuroleptique, c'est vraiment la même chose que si on vous endormait. C'est la même chose. Ça veut dire que vous vous souviendrez de rien du tout le matin. Je ne dis pas s'il en faut, il en faut, mais on n'est pas du tout là-dedans avec la mélatonine. La mélatonine, c'est quelque chose que vous fabriquiez et que vous fabriquez peut-être moins à ce moment de votre vie et que vous pouvez prendre d'une manière ponctuelle ou d'une manière assez chronique sans aucun problème. On connaît quelques effets secondaires, mais en général, on les repère vite. Les maux de tête du matin, en général, c'est ça qu'on entend. Les maux de tête du matin, j'ai la bouche pas super. Auquel cas, on arrête, mais on ne s'est pas mis en danger plus que ça. Ce n'est pas un neuroleptique. Donc, la mélatonine, c'est bien dommage, ce n'est pas remboursé, alors que le neuroleptique, oui, je ne comprends pas, puisque de toute façon, c'est bien plus efficace et il n'y a pas cette accoutumance. Et puis, j'ai mis la vitamine D, parce que ça paraît rien, mais la vitamine D, on est beaucoup à en manquer. Alors, j'encourage les gens, surtout en Franche-Comté, à en prendre, parce qu'on ne peut pas dire, quand on a beaucoup de soleil, nous, et qu'il fait 40, on ne sort pas parce qu'il fait trop chaud. Vitamine D, c'est vraiment l'inflammation. Donc, si j'ai mal quelque part, je ne suis pas bien, faut peut-être déjà aussi que je pense à vérifier mon statut en vitamine D. Et si mon inflammation est moins importante, du coup, j'aurai une meilleure qualité de sommeil. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de paramètres sur lesquels on peut agir. Après, j'aurais pu vous mettre aussi toutes les techniques de relaxation qui amènent vers le sommeil, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Je reste dans la nutrition, la micronutrition, mais en tout cas, ça, c'est des choses qui peuvent aider, soit ponctuellement, soit d'une manière plus ou moins prolongée, mais en tout cas, c'est le sommeil qu'il faudra toujours privilégier pour, vous l'avez compris, je l'espère, être en bonne santé. Voilà. Ouf, ma souris. Avant de vous souhaiter de beaux rêves, on va passer un micro et puis je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question ou veut nous faire part de son... Donnez le micro. Par rapport au jeûne intermittent, quel est votre avis en fait? Alors, la dernière formation que j'ai faite il y a 3 semaines avec un médecin micronutritionniste, il y a une dame comme ça, c'est une vie aussi professionnelle, et il a dit que c'était la gouroutisation actuelle. Je ne suis pas loin de penser à la même chose. On est dans une société où on a tellement tout aujourd'hui et tout à manger qu'on commence à se demander s'il ne faut pas sauter un repas. Et voilà. C'est plutôt une question philosophique. Moi, personnellement, je me dis, si on mange bien, on boit bien, on mange déjà chronorythmé, c'est déjà pas si mal que ça, parce que vous avez vu, je trouve que la moitié des gens ne mangent pas du tout suivant leur profil biologique. Il a été démontré qu'il pouvait y avoir un effet positif chez des personnes atteintes de maladies chroniques et inflammatoires et des diabètes qu'on n'arrive pas à stabiliser, mais en sautant le repas du soir, mais surtout pas du matin. Sinon, pas de dopamine, fatigué, ça va pas. Donc, beaucoup plus d'état dépressif chez ceux qui sautent le petit-déj quand ils font des jeûnes, et souvent, c'est ça. En me disant, oui, mais moi, tout seul, le matin, qu'est-ce que ça peut faire que je déjeune pas? Si, ça fait beaucoup de choses. Donc, ils ne sautent pas le bon repas, en fait. Voilà. Il vaut mieux chercher déjà en premier lieu à l'alléger et à le rendre peut-être purement végétal, voilà. Et puis se dire, je ne vais pas manger beaucoup, comme faisaient les anciens dans le temps, mais ne pas aller dans les extrêmes comme ça. Et puis, on fait gaffe, quoi, parce que des fois, il y a des gens qui le font, puis qui se réveillent au milieu de la nuit, puis qui font une belle hypo, quoi. Donc, avec modération, c'est vraiment, voilà. Moi, je ne l'encourage pas, en tout cas. Déjà, je travaille déjà là, c'est pas petit de boulot. D'autres questions, réflexions? Vous disiez que c'était pas mal de boire un verre d'eau éventuellement avant d'aller se coucher. Moi, personnellement, je me lève chaque nuit pour aller aux toilettes, etc. Et je voulais savoir si vraiment ça n'avait pas vraiment d'impact sur un sommeil réparateur. Alors, si vous vous rendormez dans les 5 minutes, vous vous êtes réveillé à 2 heures du matin, vous vous rendormez à 2h05, ça ne posera pas de problème, il repartira sans aucun problème. Parfois, le cerveau est en déshydratation justement pendant la phase sommeil et il est en capacité de vous réveiller.
souvent, c'est un peu typique des gens qui ne boivent pas assez la journée. Je ne sais pas si c'est votre cas. Hein. Les gens qui me disent, je me réveille la nuit, je bois, pourquoi j'ai soif, je ne suis pas diabétique. Non, vous n'êtes pas diabétique. Simplement, vous avez bu combien de verres dans la journée? Deux. Pas normal qu'il vous réveille. Il est déshydraté. Donc, il va vous réveiller. Alors là, je dis, vous va peut-être mieux boire un verre toutes les heures en journée pour ne pas trop vous réveiller la nuit. Donc, vérifiez votre consommation d'eau régulière dans la journée pour ne pas avoir cet effet. OK? Mais après, ça peut être eau ou tisane. Hein. Quand j'ai dit verre d'eau, mais ça peut être une tisane. Peut-être pas cumuler soupe, tisane, parce que là, sinon, dormez aux toilettes. Hein. Je dirais à un moment. Non, je rigole. Est-ce que vous avez une solution miracle pour Oui. Oui, alors vous allez me la donner. C'est moi là. OK. Le syndrome des jambes sans repos. Alors, c'est compliqué, le syndrome des jambes sans repos, c'est un effondrement de la dopamine. Oui. Hein, mais du coup, on donne aux gens de la dopamine, en général, le précurseur de la dopamine, la tyrosine, on la donne le soir. C'est ça, hein, vous le savez. Et puis du magnésium. Moi, je leur dis à chaque fois, prenez du magnésium. Ça va agir aussi sur la contractabilité de votre muscle. Donc, il faut le faire. Mais en général, quand on découvre le syndrome des jambes sans repos, il y a longtemps que la dopamine, elle ne va pas très bien. C'est ça? Compliqué, hein? Oui. On n'a pas beaucoup de solutions. Et puis, quand ça va vraiment plus, le syndrome des jambes sans repos, on passe au traitement qu'on donne aux Parkinsoniens. Ouais, je sais, ouais. Non, je pense que ce n'est pas détecté assez tôt, en fait. C'est peut-être que si on arrivait un peu plus tôt, on arriverait à remonter les taux de dopamine. Dopamine, absence de fer, des fois d'ailleurs. Donc, chez les hommes aussi, des fois, on ne pense pas, mais ça peut être carence en fer, c'est pas ça. Et génétique qui peut un peu jouer, ouais. Magnésium pour moi, hein, en plus de la dopamine qu'on donne en fin de journée. Alors, ça peut avoir un problème, la dopamine en fin de journée. Il y a des gens qui, du coup, me disent j'ai vachement la pêche, quoi. Hein, enfin, à voir, quoi. C'est pas marrant comme pathologie. Il y a le monsieur qui voulait me poser une question. Désolé pour mon retard. Je suis arrivé avec GPS qui m'a guidé jusqu'ici. En fait, je reviens du centre-ville. Je voulais savoir, c'est quoi un sommeil réparateur? Parce que tous les jours, chaque fois qu'on prie avec mon époux avant de dormir, j'ai toujours cette expression dans ma bouche. Un sommeil réparateur. Un sommeil réparateur, c'est vous vous levez le matin et vous êtes bien. Vous sentez que vous avez assez dormi, que vous êtes reposé, que votre cerveau se rallume comme il faut et que tout va bien. Et je l'ai montré donc au début de la présentation, un adulte, c'est entre 7 et 9 heures par nuit. En dessous de 6 heures, en tout cas, j'ai dit, c'est compliqué. On a vraiment du mal à se remettre en mouvement le lendemain, quoi. Voilà. Donc, un sommeil réparateur, c'est ça. Je me lève, bon, je me mets en route, mais ça va. J'ai la pêche et je ne suis pas fatiguée dans la journée. C'est quand même un bon curseur de savoir si ça va. Oui, si vous avez mangé, si vous avez bu l'alcool, hein, manger trop salé, je pense aussi au trop salé, choses comme ça, oui, ça peut, oui. Avec une alimentation qui n'est pas adaptée à ça. Oui, oui, ça peut. Oui, oui. Salé pour moi. Salé, et puis j'y inclus aussi les viandes fumées, la charcuterie, des choses comme ça, ouais. Et puis à voir si foie pas un peu fatigué, quoi. Auquel cas, on draine un peu le foie aussi pendant une dizaine de jours avec des plantes, et puis on voit ce que ça donne. Mais c'est plutôt, moi je dirais plutôt foie. Ouais. Celle qu'on connaît si vous avez une vésicule, c'est-à-dire oui, artichaut, radis noir, curcuma, desmodium, ces plantes qui vous aident. Et quand c'est comme ça, avec un espèce de syndrome le matin d'une bouche un peu pâteuse ou pas très bien, je dis aux gens, vous drainez le soir. Pendant une dizaine de jours, vous drainez le soir. Alors, ça existe en ampoule, ça existe en gélule, mais pendant votre repas, quoi, ou juste avant votre repas, vous drainez un peu votre foie 10 jours. Normalement, déjà, rien que ça fait déjà de l'effet, quoi. Parce que le foie travaille beaucoup aussi pendant la nuit. Hein. Enfin, tout travaille pendant la nuit, vous avez vu. Hein. Nous, on dort, mais il y a un sacré boulot qui se fait derrière, quoi. Il y a la dame qui voudrait le micro. Je voulais savoir si vous pensez que c'est judicieux de lire au lit. J'aime bien, donc je ne vais pas vous dire non. Ça dépend quoi. Hein. Si c'est un polar et que ça vous occupe et que vous cherchez le meurtrier, ça va être compliqué.
Donc, je crois qu'il faut quand même que ce soit assez cool comme lecture pour favoriser voilà, l'imagination. Mais oui, bien sûr que oui, si vous aimez lire au lit, oui. Si ça vous endort, encore mieux. Hein, si à un moment le livre tombe et que vous vous souvenez plus, c'est ça? Bah oui, c'est une bonne idée. Alors, c'est mieux que sur le canapé pour le coup. Le danger aussi peut être, entre guillemets, le danger, de s'endormir sur le canapé. Et là, de se réveiller et d'être pas vraiment super forme, parce qu'au milieu d'un wagon, entre 1h30 et 2h, il faut que j'aille me coucher, d'aller se coucher et d'être obligé d'attendre le train suivant 1h30 plus tard pour se rendormir. Et là, c'est une erreur. Et là, c'est les gens qui vous disent: ah ben non, il est trop tôt, je ne voulais pas aller me coucher, moi je reste avec mon mari, vous comprenez, il est 9h. Restez avec votre mari, mais enfin, vous avez dormi une demi-heure, vous allez se coucher, quoi. Enfin, attention à ça, hein, c'est un sommeil, alors là, il démarre mal, quoi. Hein. Il démarre très mal. Il n'est pas dans des bonnes conditions, celui-là. Hein. À moins que votre canapé fasse clic-clac avec un bouton électrique et que vous passiez la nuit dessus. Bon, ça me regarde pas. C'est le monsieur qui veut poser une question? Ou peut-être qu'on vous entend, je sais. Non, ça va. Ah, pardon, oui, oui, c'est vrai. Oui. Je voulais juste savoir s'il y a un lien entre les épices et le sommeil. Les épices et le sommeil. Les épices et la digestion, donc la digestion et le sommeil. C'est plutôt comme ça que je ferais une cascade. Des épices un peu fortes, un peu costauds, qui font travailler mon estomac peut-être plus que de raison et qui, du coup, si mon estomac travaille beaucoup, je vais avoir du mal à sombrer dans le sommeil. Vous l'avez déjà fait, cette expérience, hein, de manger un plat un peu épicé, un peu trop chargé, un peu trop gras, d'avoir sommeil, mais de ne pas partir. Hein. Ça vous est déjà arrivé? Moi, je suis sur le quai de la gare et ils ne feront pas le train. Je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est digestif. Hein. Donc là, il faut se relever, prendre un petit bicarbonate, voir ce que ça dit. Puis en général, ça passe. Oui, oui, ça peut. Oui. Merci. Moi, je voudrais savoir, les personnes qui travaillent de nuit et qui dorment la journée, est-ce que ils sont régénérés aussi bien qu'en dormant la nuit? Bonne question. Non. Le travail de nuit, il n'est pas physiologiquement normal. Hein. C'est une adaptation forcée du corps. Hein. Je vais dire ça comme ça. Mais physiologiquement, on n'est pas fait pour travailler la nuit, on est fait pour dormir. Évidemment qu'il y a des gens qui ont plus de facilité de travailler la nuit, souvent les gens du soir, mais les gens du matin, c'est impossible. Donc, on sait quelqu'un qui fait sa vie professionnelle de nuit aura 7 ans de vie en moins. Hein. Donc, c'est énorme. Hein. J'ai déjà fait des formations pour les travailleurs de nuit, les gens qui travaillent la nuit. Et à un moment, tu te dis, bon, il faudra quand même bien qu'on leur dise que, attention, notamment jusqu'à 40 ans, on sait que le corps va à peu près pouvoir gérer. Passé 40 ans, il y a quand même des dégâts. On le connaît chez les professionnels de santé, les infirmières, les aides-soignantes qui travaillent la nuit, qui vous disent, bah, j'ai une vie super. Mais non, le sommeil de jour n'est pas le sommeil de nuit. Au moment où ils vont se coucher, il y a la dopamine qui est synthétisée, donc ils sont obligés de dormir avec des bouchons, des trucs dans les oreilles. Et plus ils vieillissent, plus c'est compliqué. Donc cette usure de l'organisme avec un corps qui a la tête à l'envers, c'est vraiment ça, c'est payé cash en général. Enfin, moi, j'en connais pas qui arrivent au bout en bon état, quoi, quand ils y arrivent. Donc, non, travail de nuit, pour moi, ça devrait être réservé aux jeunes et pas très longtemps. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. On n'est pas fait pour ça. Un monsieur qui veut poser une question, oui. Je voulais savoir le top chrono pour dormir, le bon temps pour dormir, à quelle heure et combien de temps? Ce n'est pas forcément une question. Alors, on sait quand même que c'est mieux, hein, mais ça va être généraliste, de dormir avant minuit, que la meilleure qualité de démarrage du sommeil, elle est avant minuit. Donc, grosso modo, entre 22h et minuit, c'est pas mal. Passé minuit, ça devient un peu plus compliqué sur la qualité de votre sommeil. Ça sera plus un sommeil léger vraiment un sommeil profond. Donc, attention à se coucher des fois 1h du matin, 2h, c'est pas super. Concernant les produits laitiers, le lait, c'est conseillé ou déconseillé? Je vous l'ai mis, il n'y a pas de problème, sauf d'allergie. Oui, mais par rapport aux personnes plus âgées ou non, il n'y a pas de. Et comment ça? S'il faut en prendre ou pas en prendre? Oui, voilà, c'est ça, le petit déjeuner avec un bol de lait, des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'adultes qui déjeunent encore avec du lait parce que notamment on n'a plus la lactase pour digérer le lactose. Oui. Donc c'est une enzyme qui disparaît en même temps. Ouais, c'est des grands enfants qui aiment bien encore leur Nesquik avec le bol de lait. Moi, fois si le digère, on le laisse, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, on digère plutôt tout ce qui est produits laitiers et fromage qu'on digère le lait. Mais ceux qui digèrent le lait, moi, je les laisse prendre leur lait.
De rien. Peut-être pas le soir. Peut-être pas le soir avec des tartines. Hein, ça fait un peu. Le fromage, le soir, on dit que c'est déconseillé. Ouais, parce qu'il est bien mieux placé le matin. Hein. Il est riche en cholestérol, il est riche en protéines, il est plutôt intéressant pour la relance de la dopamine, mais pas pour la mélatonine. Ouais, c'est ça. Donc un morceau de fromage, oui, il est bien placé le matin, franchement, matin ou midi. Mais le soir, la boîte chaude, des fois, c'est dur. La vésicule travaille beaucoup, puis elle n'aime pas trop. Nous, on aime bien, mais elle, Est-ce qu'un potage vraiment velouté est plus difficile à digérer qu'un potage avec des petits morceaux? Et pour quelle raison, si oui? Oui, ça peut. Le velouté, donc, vous avez complètement cassé la fibre du légume. Et puis, vous avez un estomac qui va fabriquer à peu près 1 litre et demi d'acide chlorhydrique. Et c'est un liquide qui va attaquer un autre liquide. C'est beaucoup plus compliqué pour lui. Il y a des gens, quand ils ont des remontées acides, des douleurs d'estomac, je leur dis déjà le potage en très petite quantité et plutôt avec des morceaux pour que l'acide chlorhydrique fabriqué par l'estomac puisse attaquer ces petits morceaux-là, mais pas que du liquide. Donc oui, ça peut être plus difficile à digérer. Et surtout pas aller se coucher tout de suite ou se mettre sur le canapé tout de suite après le repas, parce que là, c'est pas très conseillé. Il y avait une dame là. J'ai l'impression d'avoir rencontré plusieurs personnes qui dormaient des fois 5 heures, mais sur longtemps, et qui sont en pleine forme, plus que moi qui ai pu dormir 8 heures, 9 heures. Donc, je voulais savoir s'il y avait des exceptions quand même, des gens qui récupéraient très bien, je ne sais pas. Oh, bah, des exceptions, il y en a partout, tout le temps, dans tous les domaines. Faut voir ça sur du long terme. Parce que quand on est jeune, peut-être que ça va, hein, mais plus on vieillit, plus c'est compliqué. Le démontage de la voiture, c'est de plus en plus long, plus on vieillit. Donc, en fait, il nous faut normalement de plus en plus de temps. Donc, si j'ai 20 ans, que je cours dans tous les sens et que je dors 5 heures très profondément, ça suffit peut-être. Ça ne dure pas en général. J'en connais pas beaucoup. J'en connais quelques-uns qui dorment 6 heures par nuit en ayant, oui, 50 ans et un travail assez intensif. Mais quand vous les posez sur le canapé à 14 heures le samedi après-midi, ils ne valent plus grand-chose. Mais ils vous disent, non, non, mais moi j'ai assez, hein, moi ça va. Enfin, bon, on ne va pas faire grand-chose cet après-midi. Donc, c'est ceux qui sont fatigués. Attention, hein, parce qu'autrement, il faut quand même un peu de temps. Mais ceux que vous posez, il fait chaud, vous leur parlez, vous retournez, ils sont en train de dormir. Je ne suis pas sûre qu'ils résistent autant que ça. Au début. Je pense que ça fatigue plus, moi, que le fait que je ne cogite pas. Hein, c'est vraiment un corps, justement, qui, au moment où la personne va être assise, va débrancher. C'est vraiment là le cerveau qui dit, ouais, dépêchons, là, il est assis, pouf, on coupe tout. Je schématise, mais pour moi, c'est ça. Hein. Y a une dame qui voulait poser une question. Donc, je sais, la dame du fond, non? Deux jours de matin, 2 jours d'après-midi, 2 jours de nuit, 3 jours de repos, 2 jours de matin, 2 jours d'après-midi. Ils meurent moins vite que ceux qui sont que de nuit. Ah, ils meurent moins vite. Mais ils ne sont pas en super état. C'est difficile pour eux. C'est un peu pareil, quand ils sont assez jeunes, ça va, mais toute sa vie professionnelle en horaire décalé, ils vont pas bien, quoi. Ils vieillissent plus vite, ces phénomènes de réparation ne sont pas là, le système immunitaire s'écroule plus vite. C'est hyper compliqué. On le fait, hein, on est bien obligé. Des fois, je dis, bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais dans l'absolu, il faudrait que votre corps ne se rende pas compte que vous êtes en horaire décalé. Alors, ceux qui bossent un coup du matin, un coup d'après-midi, pas de nuit, hein. Un coup du matin, un coup d'après-midi, du coup, on essaye de vraiment lisser les horaires de repas pour que le corps n'arrive pas trop voir qu'il change tout le temps d'heure. C'est pas facile. Hein. Franchement, c'est compliqué. Ils sont souvent fatigués. On le voit. Hein. Enfin, je ne sais pas, vous en connaissez tous qui sont en horaire décalé. C'est pas... Et pour la vie perso et pour la vie sociale, c'est compliqué d'équilibrer ces repas, en fait. Ouais. De nuit, c'est pire, parce que quand ils vont travailler de nuit, il faut qu'on fasse un gros repas très énergétique, où là, on va mettre les pâtes, la viande. Et là, tu te dis, ouais, on leur donne pour qu'ils tiennent, ils soient éveillés, mais l'horloge biologique, normalement, ne nous amène pas à ça, quoi. Hein. Pour eux, la raclette le soir, c'est bien. Mais nous, si on va se coucher, moins bien. D'autres questions, remarques?
Moi, je voulais te poser une question à propos des fruits crus, parce que certains auteurs disent que manger des fruits crus à la fin d'un repas, ça provoque des fermentations et ça empêche de dormir, etc. Et d'autres disent, comme toi apparemment, qu'il n'y a pas de problème avec ça. Non, si l'estomac va bien, il sait gérer, hein, c'est toujours la même chose. J'aime pas généraliser, hein, ne mangez pas les fruits à la fin des repas. Il y a des gens qui supportent très bien. Le fruit a un côté acide qui va aider l'estomac à faire ce qu'il a à faire au niveau des process de digestion, puisque, encore une fois, un estomac qui digère, c'est quelque chose de très acide, hein, c'est un pH de 2, c'est comme du vinaigre. Donc, un fruit peut très bien être mis à la fin du repas et ne poser aucun problème. Le manger au milieu de la matinée ou au milieu de l'après-midi, chez les gens qui ont des problèmes digestifs, je ne suis pas sûre que ce soit toujours le fruit, mais pour ceux qui veulent, oui, en faisant attention de ne pas être diabétique ou pas avoir une insuline qui monte très rapidement, parce qu'un fruit, c'est quand même du sucre qui arrive, qui est dispersé rapidement dans l'organisme et qui peut provoquer une espèce d'hypoglycémie 1 heure après. Je lisais l'autre jour un article où il disait qu'il y a à peu près 20% des Français qui étaient intolérants au fructose, sucre naturel de fruits. Par contre, ils ne le savent pas. Donc, ils ne le savent pas. Fermentation, hein, mauvaise digestion. Donc, ils sont persuadés que comme c'est un produit naturel, ben, ils peuvent en manger autant qu'ils veulent ou que ça ne pose pas de problème. Alors que l'intolérance, il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas pour le fructose, alors qu'elle peut exister sur d'autres choses. Et puis qui, en le mettant de manière isolée, mange par exemple une pomme à 17 heures parce que ça leur fait plaisir, mangent la pomme, sont bien, mais 1 heure après, ont des sensations un peu d'hypoglycémie, un peu de vertige, un peu ce qu'on retrouve chez le diabétique, une espèce d'hypoglycémie. Ça, c'est le fructose qui a provoqué, pas toujours ce qu'on croit, hein, un gros pic de glycémie et puis un effondrement après derrière, quoi. Donc, on ne peut pas généraliser pour tout le monde, en fait. Il faut vraiment faire son expérience à soi. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, moi, je mange un fruit, j'ai faim 1 heure après. Bah, ça y est, la réponse, vous l'avez. C'est qu'il ne faut pas le manger de manière isolée. Voilà. Merci. Il y a certains qui préconisent de le manger avant le repas, au début du repas, le fruit. Alors, le monde de la nutrition est un monde de mode qui évolue largement, donc on est obligé de se tenir un peu au courant. Il n'y a pas de réalité scientifique derrière ça. La seule réalité qu'il puisse avoir, c'est que l'estomac, quand il vide son contenu dans la première partie de l'intestin, la première famille alimentaire qui va vider, ce sont les sucres. D'accord ? Donc, de cette constatation biologique, certains auteurs, pas toujours ceux qui sont à même de parler de ça, ont dit, bah, alors, puisque l'estomac vide la première partie de son chyme, de sa bouillie, c'est des sucres, autant qu'on mange le sucre en premier. Non. Il y a des gens qui, mangeant le sucre en premier, vont avoir une glycémie qui monte trop vite et faim assez rapidement derrière. Donc non, ce n'est pas forcément adapté. Ça peut, mais ce n'est pas pour tout le monde. En tout cas, il n'y a pas de réalité scientifique derrière ça. Ce sont plutôt des pratiques que des réalités scientifiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la meilleure heure du souper serait quelle heure? Entre 2 et 3 heures avant votre coucher. Dans l'absolu, dans nos cultures, c'est entre 19 et 20 heures à peu près, hein, puisqu'on se couche à peu près 22, 23. Donc, c'est pas mal. Il y a beaucoup de pays où ils mangent beaucoup plus tôt que nous, hein. Les Allemands, à 6 heures, ils sont passés à table. Les Asiatiques aussi. Donc, à chacun de trouver. Mais dans nos cultures, c'est souvent 19-20 heures et c'est pas si mal que ça quand on se couche à 22 heures. C'est pas idiot. Mais en tout cas, passer 21h, 21h30, on sent bien des fois que c'est compliqué. Des fois, la faim peut être passée, mais par contre, je vais m'obliger à manger parce que des fois, que je me réveille pendant la nuit, c'est pas toujours le bon plan, ça. Attention à ça. Il vaut mieux peut-être des fois aller se coucher, tant pis. Et si vous avez passé l'heure et que vous avez plus trop faim, ben, il vaut peut-être mieux, oui, qu'il dordine. Ça ne voulait pas tout à fait dire ça, mais en tout cas, c'est peut-être pas plus mal que ça, quoi. Oui. Vous disiez qu'en dormant, on se régénère, un enfant, il se développe aussi. Et du coup, éventuellement, si un enfant a eu des problèmes de sommeil, enfin, où il a des problèmes de sommeil, est-ce qu'à l'âge adulte, je sais pas, il y a des répercussions, vous voyez ce que je veux dire, des conséquences
Je n'ai pas d'informations à vous donner par rapport à ça. Je pense pas, mais surtout que souvent les enfants, c'est ponctuel quand même, les problèmes de sommeil, ça ne dure pas. Ou alors on arrive à trouver une solution, on arrive à trouver une cause aussi. Mais non, j'ai pas d'études qui nous montrent ça, quoi. Mais je lisais des choses sur le sommeil en Asie, où pour eux, le sommeil, c'est vraiment dans le noir total, avec la chambre fermée. Pour eux, le sommeil, c'est vraiment un état où il ne doit pas y avoir du tout de perturbation et on doit vraiment voilà, ne pas mettre une petite lumière, comme on fait nous, laisser la porte entrouverte et tout ça. Et pour eux, ils expliquent qu'eux, ils ont moins crainte de la mort que nous. Et que nous, souvent, dans nos sociétés, dans nos cultures, le sommeil, c'est un état où je ne sais pas où je suis, en fait, et je ne contrôle pas. Donc, il y a une peur ancestrale de la mort et de la mort du nourrisson qui peut arriver, et que pour eux, ils l'ont déjà intégré, en fait. Quand un enfant y naît, bah, ils savent qu'il peut mourir et que ça sera un drame comme nous, mais ils ne le vivent pas de la même manière. Donc, chez eux, il n'y a pas je couche l'enfant avec une petite lumière, je lui raconte une histoire, je ferme la porte. Et je laisse la porte ouverte pour qu'il ait de la lumière. Alors que nous, c'est nos propres peurs qu'on projette hein, et nos angoisses aussi. S'il se réveille, s'il crie, il appelle. Enfin, nous, les mères, on est quand même spécialistes pour ça. On a les oreilles qui fonctionnent H24 dès qu'on est maman. Donc, et c'est vrai qu'il y a ça. Et je trouvais intéressant aussi qu'on n'a pas la même idée du sommeil qu'eux. Hein, c'est vraiment pas la même chose. D'ailleurs, la preuve, eux, la sieste, elle est obligatoire. Nous, c'est encore pas obligatoire. Mais je pense pas qu'il y ait je vous dirais non, mais je n'avance rien. J'ai pas d'études là-dessus. Non. Mais il vaut mieux qu'ils dorment, ça c'est sûr. Ce sera moins chiant. Ben, un môme qui dort pas, c'est la même chose que pour nous. Hein. Je veux dire, stress, fatigue, énervement, j'ai envie de manger, j'ai faim. Enfin, c'est pas porteur d'avenir, quoi. Hein, c'est sûr. Et puis, je pense que les habitudes de sommeil, elles se prennent petit, justement. Dire, allez, c'est l'heure de dormir et c'est pas négociable, quoi. D'autres remarques, questions Est-ce que tout va bien? Vous avez faim? Vous avez sommeil? Je ne sais pas. Vous avez faim, ça c'est normal. Eh ben, écoutez, merci pour votre attention. Je vous fera un petit merci. Un petit pot à côté pour nous retrouver et puis continuer de discuter un petit peu si ça vous intéresse. Ouais, il paraît qu'on m'a filmé, je ne suis pas au courant. C'est un coup d'harmonie mutuelle, donc je pense que oui. Oui, oui, ils vont tout vous donner. Ça va? Pourquoi?